Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition environnementale. Au sommaire, le Togo s'engage dans un courant novateur de gestion de ses ressources halieutiques avec la ratification de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions à la pêche, une mesure qui permettra de préserver son écosystème marin. Les précisions dans ce journal. La côte togolaise subira au cours de ces prochains jours des changements météo marins particuliers. Une situation qui est due aux effets de l'harmattan. Et puis la plateforme Booster d'adaptation locale a été lancée au Kenya, ceci afin de donner un exemple en matière de résilience climatique aux villes du pays. Assure dans un instant. C'était l'essentiel de l'actualité du jour, à présent le journal. Comme annoncé dans les titres, le Togo prend son envol vers l'innovation et la responsabilité environnementale avec l'autorisation donnée au ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière de ratifier l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions à la pêche. Une démarche audacieuse qui témoigne de l'engagement du pays envers une économie maritime durable. Suivant. Lors du Conseil des ministres tenu le 10 janvier dernier, une vague de changements a été amorcée par l'autorisation donnée au ministère de l'économie maritime et de la pêche et de la protection côtière de ratifier l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions à la pêche. Ce geste d'autorisation symbolise une conscientisation à la surveillance des subventions pouvant entraîner la surexploitation des ressources halieutiques. L'acte posé par l'exécutif représente une initiative marquante, soulignant la reconnaissance de l'importance cruciale des écosystèmes marins et de la préservation des stocks de poissons. Le ministre en charge de l'économie maritime, Edem Tanguay, a témoigné de l'engagement ferme du gouvernement envers la protection des ressources marines et de sa volonté de contribuer à la préservation des écosystèmes marins à l'échelle mondiale. L'accord de l'OMC sur les subventions à la pêche, instrument international de régulation, vise à éliminer les aides contribuant à la capacité de pêche illégale, non déclarée et non réglementée, ainsi qu'à la surexploitation des stocks de poissons. La ratification de cet accord par le Togo serait une avancée significative, alignant les pratiques nationales avec les normes internationales. Elle met en exergue l'engagement du pays en faveur de la transparence et de la durabilité, tout en ouvrant la voie à des opportunités d'amélioration des pratiques de pêche et de gestion des ressources naturelles. L'assainissement des subventions devrait permettre au secteur de la pêche d'être plus équilibré et équitable. Cela pourrait assurer une meilleure distribution des revenus aux pêcheurs locaux, réduire les pratiques de pêche préjudiciables et favoriser une compétitivité économique dans les normes internationales. La révision des subventions à la pêche attendue de cette ratification annonce une ère de prospérité pour les communautés côtières du Togo et une conservation accrue de leur biodiversité marine. La mise en œuvre effective de cet accord requerra une collaboration intersectorielle et un renforcement des capacités institutionnelles et humaines. Il sera donc essentiel de sensibiliser et de former les acteurs du secteur à ces nouvelles normes pour garantir une adoption intégrale. Le ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière se trouve face à un défi de taille pour traduire cet accord en actions concrètes qui bénéficieront tant à l'économie qu'à l'environnement maritime togolais. Avec ce pas résolu vers la ratification de l'accord de l'OMC, le Togo s'engage dans un courant novateur de gestion de ses ressources maritimes. En équilibrant les impératifs économiques et environnementaux, le pays navigue vers un futur plus durable. Il sent son rôle de précurseur dans la conservation des océans au sein des régions ouest-africaines. De janvier à mars, la côte togolaise sera sujette à des conditions météo marines particulières. Ceci est causé par l'insuffisance des alizés tropicaux qui est affaiblie par la prévalence des effets de l'harmattan, un vent sec et poussiéreux provenant du Sahara. Les détails avec Léonce Sabou. L'harmattan est un phénomène météorologique saisonnier qui est caractérisé par un vent sec et poussiéreux. Il souffle du Sahara vers le golfe du Guinée. De janvier à mars 2024, les alizés tropicaux
qui sont des vents réguliers soufflant de l'est vers l'ouest, seront affaiblis par l'harmattan. Ceci entraînera des changements très remarquables dans les conditions météo-marines de la région. Cette influence sera particulièrement ressentie tout au long de la côte togolaise. L'un des principaux effets de l'harmattan sur nos côtes est la réduction de la vitesse des alizés. Or, ces alizés jouent un rôle important dans la régulation des courants marins et des vagues le long de la côte. Lorsque ces vents sont affaiblis, les courants peuvent devenir moins prévisibles et les vagues moins puissantes. Cela peut ainsi avoir des impacts sur les activités maritimes telles que la pêche, la navigation et les sports nautiques. En plus des changements dans les conditions marines, l'harmattan apporte aussi des modifications dans la météo de la côte togolaise. Ils peuvent occasionner la chute des températures de façon marquante et créer des conditions plus fraîches et sèches. Il est également possible de voir la visibilité se réduire en raison de la poussière dans l'air. Il est à noter que ces changements auront des conséquences sur l'agriculture, la santé et le bien-être des populations locales. La deuxième phase du projet Opération Faucon, lancée en décembre 2023 par l'ONG Togo Environnement Propre, poursuit son envol. À cet effet, plusieurs efforts sont déployés dans le but d'endiguer le fléau de la divagation des animaux en milieu urbain. Plus de précisions dans ce récit. Dans le cadre de la lutte acharnée contre les drames engendrés par la problématique des animaux errants, l'ONG TEP est en passe de marquer un tournant déterminant dans la sécurisation des espaces urbains du Grand Lomé. La phase initiale de l'opération Faucon, saluée par ses résultats probants, a posé les fondations d'une approche plus collaborative de la gestion des animaux errants. Avec la mort tragique de plusieurs personnes due aux interactions avec ces animaux, l'urgence de l'action ne pouvait plus être palpable. La TEP a donc emboîté le pas avec une seconde phase encore plus ambitieuse, visant à non seulement continuer le travail déjà entrepris, mais aussi pousser l'initiative à une échelle plus large. Les activités et stratégies envisagées incluent la sensibilisation accrue des propriétaires d'animaux, l'amélioration des mesures de capture et la relocalisation ainsi que l'instauration de politiques plus rigoureuses en matière de responsabilité animalière. Selon Nemenya Singbe, présidente de l'ONG TEP, ce sont 12 interventions qui ont été nécessaires pour procéder à des arrestations d'animaux en divagation. La vision pour cette année transcende les frontières des initiatives précédentes. Elle envisage l'inclusion de toutes les communes du Grand Lomé dans un élan plus unifié pour résoudre définitivement la question de la divagation animale. Cette expansion géographique témoigne de l'ambition de la TEP de créer un environnement sécuritaire, harmonieux, où les interactions entre humains et les animaux se font dans le respect mutuel. Pour y parvenir, des campagnes d'éducation publique massives sont programmées visant à instaurer une conscience collective quant à l'importance de la maîtrise de la population animale urbaine. L'acte 2 de l'opération servira de pierre angulaire à cet engagement collaboratif, consolidant les partenaires et favorisant l'émergence de solutions durables. Avec un calendrier d'action bien rempli et des objectifs clairs, l'opération Faucon 2 est sur une trajectoire prometteuse pour transformer le paysage urbain de Lomé et garantir la sécurité de ses citoyens face aux défis de la divagation animale. Face à la sécheresse, les pays du Maghreb rivalisent pour continuer d'assurer l'approvisionnement en eau potable à la population. Le Royaume mise plus que jamais sur le dessalement de l'eau de mer. La capitale économique Casablanca a lancé le 23 janvier dernier les travaux de la plus grande station du continent visant à produire 300 mètres cubes d'eau potable par an. Rafitou Mbireko nous en dit plus. Face à la gravité du stress hydrique qui sévit dans le pays, le Maroc n'a plus de temps à perdre. Outre la mobilisation des ressources des barrages, le Royaume mise désormais sur le dessalement de l'eau de mer. Un procédé qui permet déjà au pays de produire annuellement 192 millions de mètres cubes à travers 15 stations de différentes tailles.
Avec la seule station de Casablanca, le Maroc ambitionne de doubler ses capacités de production d'eau dessalée. Le Royaume veut atteindre une totalité de plus de 400 millions de mètres cubes par an. L'objectif est d'atteindre les besoins en eau potable des populations et ceux de l'industrie agroalimentaire très consommatrice et pilier de l'économie du Royaume. La station de dessalement de Casablanca aura pour mission d'alimenter en eau la région de la plus grande ville du pays, soulageant ainsi les sources d'eau habituelles réservées à l'avenir, à l'agriculture et à l'élevage. Depuis 10 ans, la sécheresse frappe durement le Maroc, qui a dû se replier vers de nouvelles solutions pour s'approvisionner en eau. La construction d'usines de dessalement est ainsi l'une des priorités du pays dans les prochaines années. Outre celle de Casablanca, 15 autres usines seront construites d'ici 2030 selon le ministre de l'Équipement et de l'eau. Ces projets pharaoniques suscitent parfois la polémique. En ce qui concerne celle de Casablanca, la construction est financée par un consortium mené par l'Espagnol Acciona et deux sociétés marocaines dirigées par le Premier ministre Aziz Kanouch. La municipalité méridionale de Mombasa, exposée aux risques climatiques, veut donner un exemple en matière de résilience aux autres villes du Kenya. Elle vient de lancer la plateforme Booster d'adaptation locale de la ville avec l'appui de l'Allemagne. Alessandra Bekombi. Au Kenya, le comté de Mombasa, situé à 485 km de Nairobi, est régulièrement la cible de phénomènes météorologiques extrêmes, notamment des inondations qui détruisent les infrastructures et les moyens de subsistance des populations. Ainsi, la municipalité vient de lancer l'initiative boostée d'adaptation locale de la ville LAB. La plateforme technologique est soutenue par l'Agence allemande de coopération internationale pour le développement GIZ. Elle a été fournie par l'Institut kenyan de recherche sur la mer et la pêche et le cabinet technique MDF Trading and Consultancy. Le lab permettra précisément de co-développer et co-concevoir des solutions concrètes pour le défi complexe de l'adaptation climatique de la ville à travers l'utilisation optimale des ressources pour la durabilité. Cet outil permettra également d'exploiter les connaissances mondiales et locales pour s'attaquer aux problèmes des inondations urbaines. Au terme de la phase expérimentale qui devrait durer 1 an, le lab fournira des solutions et des résultats qui seront transmis à différents acteurs tels que les agents municipaux travaillant sur l'environnement, les écoles, les ONG, le secteur privé ainsi que la société civile. Une démarche qui s'inscrit en droite ligne avec les recommandations de la Convention des mers pour l'Afrique subsaharienne. Mombasa n'a pas échappé aux inondations meurtrières qui ont duré près de 2 mois dans toute la Corne d'Afrique à cause des précipitations abondantes accentuées par le phénomène El Niño. De nombreuses familles ayant perdu leurs maisons et leur bétail dans les eaux ont été contraintes de regagner les régions kenyanes moins affectées. Cette situation de vulnérabilité qui concerne également plusieurs autres villes africaines devrait bientôt cesser grâce aux capitaux mobilisés par les plateformes d'élus locaux. Pour sa part, le C40 a levé jusqu'à 410 millions de dollars auprès des fondations et des partenaires au développement lors de la 28e conférence des Nations Unies sur le climat COP28 qui s'est tenue en novembre 2023 à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Ces fonds serviront essentiellement au financement de la résilience face aux catastrophes naturelles et des projets verts en milieu urbain. Au Sénégal, le parc national du delta du Saloum abrite une immense forêt de mangroves. Alors qu'elle recule dans les pays voisins, la mangrove gagne du terrain depuis plusieurs années au pays de la Teranga grâce aux efforts des habitants et des associations écologiques. Le commentaire est signé Vivas Amana. Situé dans le sud du Sénégal, le parc national du delta Saloum est probablement la plus belle région du pays. Il abrite une immense forêt de mangroves traversée par d'innombrables canaux. Alors que les mangroves sont menacées partout dans le monde par la montée des eaux, la pollution et la déforestation, les populations sénégalaises ont réussi à les protéger. Dans la mangrove sénégalaise, les palétuviers des arbres qui poussent dans l'eau forment un labyrinthe qui fonctionne comme un rempart naturel. La mangrove représente aussi un coin paradisiaque pour la biodiversité. Les poissons ou les coquillages se reproduisent dans les eaux environnantes. Les habitants de la région y trouvent leur subsistance pour en tirer profit. Pour être sûr que la mangrove se répande, les jeunes enfants sont organisés pour planter des palétuviers
afin d'aider cette forêt aquatique à s'agrandir. Pendant ce temps, la mangrove recule dans les pays voisins et les efforts des habitants des associations pour la protéger ont porté leurs fruits car elle gagne du terrain depuis plusieurs années au pays de la Tiringa. En Algérie, le gouvernement prévoit d'augmenter la capacité de traitement de la station d'épuration d'El Kerma dans la ville méditerranéenne d'Oran. Ce projet permettra d'améliorer l'approvisionnement en eau d'irrigation dans la plaine du Melta. Près de 14 millions d'euros seront alloués à ce projet. Retrouvons Alessandra Adekombi dans ce récit. Le périmètre agricole de Melta pourrait bientôt être suffisamment approvisionné en eau d'irrigation. C'est à la faveur du projet de réaménagement de l'usine de traitement des eaux usées d'El Kerman qui sera mise en œuvre prochainement dans la ville d'Oran en Algérie. L'initiative a été présentée le 15 janvier 2024 par le ministre algérien de l'hydraulique. Une enveloppe d'environ 14 millions d'euros a été débloquée pour financer les différents travaux prévus dans la station d'épuration d'El Kerman. À en croire les autorités algériennes, le projet permettra de rénover la conduite de pompage de cette installation sur une longueur de 9 km. Ces travaux requêteront le tiers de l'enveloppe de près de 14 millions de dollars annoncée récemment par le gouvernement du pays d'Afrique du Nord. Le deuxième volet du projet de valorisation des effluents concerne la dotation de l'usine d'Arkéman en équipement. Ces travaux devraient permettre d'augmenter la capacité actuelle de traitement de la station d'épuration d'El Kerman, estimée à 90 000 m3 par jour par la Société de l'eau et de l'assainissement d'Oran, soit le tiers de la capacité installée de l'usine qui est de 270 000 m3 par jour. Les eaux usées traitées supplémentaires obtenues après les travaux de réhabilitation de l'usine d'El Kerman seront utilisées pour irriguer les près de 6 700 hectares de terre de la plaine de Melta. Le périmètre agricole s'étend au sud de la grande Sebka d'Oran, la deuxième plus grande ville d'Algérie après Alger, avec une population estimée à 936 000 habitants en 2023. La ville d'Oran est également appréciée pour son riche territoire agricole. Un webinaire sur la campagne Carton Rouge aux violences basées sur le genre s'est tenu le mercredi dernier. Au cœur de ce webinaire, le directeur du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, le Dr Djibril Diallo, a souligné qu'il est urgent de prendre en compte les effets néfastes du changement climatique sur les conditions de vie des femmes en Afrique. Une problématique de taille qu'il met en lumière sur le continent. Léonce Sagou. Le webinaire a été organisé ce mercredi 17 janvier par le réseau des médias africains pour la santé et l'environnement REMAPSEN. Ils ont mis en évidence l'impact dévastateur du changement climatique sur les femmes en Afrique. Le docteur Djibril Diallo a déclaré que les femmes africaines sont souvent les plus touchées par les conséquences des phénomènes climatiques extrêmes, à savoir la sécheresse, les inondations et la diminution des ressources naturelles. Compte tenu de leur rôle socio-économique spécifique, les femmes se voient exposées aux défis de pénurie d'eau, de nourriture et des moyens de subsistance durables. Ces femmes du secteur agricole sont en effet affectées par la violence et la discrimination avec des questions d'héritage à l'appui dans nos pays. Le refus d'accès à la terre à ces femmes sont des inquiétudes légitimes soulevées au niveau de la RDN, a ajouté le docteur Djibril. Par ailleurs, il a mis l'accent sur le lien entre le changement climatique et la hausse des violences sexistes. Les tensions liées à la raréfaction des ressources naturelles et la dégradation de l'environnement peuvent occasionner des conflits dans les communautés. Ceci expose les femmes au risque de violences physiques et sexuelles. Ces réalités soulignent l'importance d'intégrer une perspective de genre dans les politiques et des initiatives atténuantes des effets du changement climatique en Afrique. La vision de la RDN est de populariser les 17 objectifs de développement durable en accordant une place de choix aux femmes ayant pour activité l'agriculture. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous utilisons cette campagne comme point d'entrée vers l'accélération des ODD, a-t-il ajouté. La RDN fait appel à une action commune des gouvernements, des organisations internationales, des ONG et médias pour examiner les besoins spécifiques des femmes dans la lutte contre le changement climatique. Il est également nécessaire de renforcer la résilience des populations
des femmes en l'occurrence, en garantissant leur participation au processus d'atténuation des effets du changement climatique. La dite campagne porte sur le thème « Engagement et action pour la mise en œuvre d'une stratégie régionale de tolérance zéro au VBG d'ici 2030 » et avait pour point culminant la cérémonie de lancement de la 34e Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023. Elle se déroulera tout au long de l'année 2024. Ainsi se referme cette édition environnementale. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Green TV International. Excellente semaine à tous.